Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais à travers cette vidéo m'entretenir avec vous sur ce concept de l'enfant intérieur. Il y a beaucoup d'ouvrages, de parutions, de techniques qui utilisent ce concept de l'enfant intérieur et j'avais envie de vous partager mon expérience, mes réflexions sur ce thème. Souvent, je suis assez surprise d'entendre qu'on utilise l'enfant intérieur comme si on avait un seul enfant intérieur. En fait, il serait certainement plus approprié de parler de la famille de nos enfants intérieurs. Avant de poser ce concept de la famille de nos enfants intérieurs, j'aimerais rappeler cette idée qui est maintenant largement répandue dans les approches thérapeutique, c'est que nous sommes multiples à l'intérieur de nous. Il y a différentes parts, on peut les appeler des sous-personnalités, des parties de nous-mêmes. Déjà, Jung à son époque en parlait. Ensuite, dans les années 80, il y a eu différentes approches qui ont émergé aux États-Unis notamment, qui ont vraiment révélé la richesse et la multitude que nous sommes à l'intérieur de nous. J'ai personnellement été beaucoup inspirée par le travail de Hall et Sidra Stone sur le dialogue intérieur. Donc nous sommes multiples à l'intérieur et bien sûr nous sommes multiples aussi dans nos enfants intérieurs. Quand j'ai souhaité par exemple faire cette vidéo, j'ai certainement été sollicitée par une part à l'intérieur de moi qui avait envie de partager, de transmettre. Pour ce faire, j'ai dû faire appel à une autre personnalité qui a construit peut-être ce discours, qui a eu une idée, une vision pédagogique de comment je pouvais le transmettre. Ensuite, j'ai dû bien sûr faire appel à mon activiste, c'est-à-dire installer la caméra, choisir un moment approprié, me mettre dans l'action, faire passer mon rêve à la réalité. Et certainement, quand j'aurai terminé cette vidéo, j'aurai mon critique intérieur qui va pointer son nez, soit pour avoir des conseils à me donner pour la prochaine fois, soit éventuellement à amener son opinion, ses critiques. Si je reçois un retour sur ces vidéos, ça viendra aussi nourrir d'autres parties en moi, etc. Donc vous voyez que à chaque instant, c'est une partie de moi qui initie l'action, mais aussi qui va ressentir, sentir la blessure, avoir de l'élan, être nourri dans un certain besoin. Donc nous sommes réellement multiples à l'intérieur de nous. Si nous revenons à notre famille d'enfants intérieurs, ils sont très très nombreux. Cette énergie de l'enfant intérieur, pourquoi on l'appelle enfant intérieur alors qu'on a 30, 40, 70 ans et cette énergie elle est toujours là. Il me semble, et là je rejoins de nombreux auteurs qui ont écrit sur ce concept de l'enfant intérieur, c'est que c'est au moment de l'enfance que ces énergies vivantes sont le plus actives. Si vous allez devant une cour de récréation, moi j'aime bien faire ça, de temps en temps m'asseoir et regarder une cour de récréation, surtout les enfants comme ça, vers 4-5 ans, quand ils sont encore pas trop modelés, pas trop façonnés par l'environnement, par la pédagogie. Regardez une cour de récréation, mais c'est fantastique. C'est plein de vivants. Vous voyez des enfants d'abord qui jouent, qui sont en interaction les uns avec les autres, qui expriment leurs émotions, qui rient ou qui pleurent, qui sont en colère. Si vous les aviez vus auparavant, vous les auriez vus peut-être intéressés à apprendre, à enrichir leur vocabulaire, à recevoir de la reconnaissance dans ce qu'ils arrivaient à faire, à être créatifs avec un dessin, avec un jeu, à inventer, à imaginer. Toutes ces énergies qui sont tellement explosives dans l'enfance, elles nous habitent continuellement et perpétuellement tout au long de notre vie. Malheureusement, cet enfant vivant, souvent il est un petit peu abandonné, souvent très abandonné.
Donc dans la famille de nos enfants intérieurs, j'aimerais avant tout parler, avant tout nommer cet enfant vivant, cette famille d'enfants vivants que nous portons en nous. C'est toute cette énergie qui est unique pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ma famille d'enfants vivants que je porte, moi, à l'intérieur, bien sûr, elle ressemble à tous les enfants vivants de mes frères et sœurs sur cette planète, mais elle a quelque chose d'unique. J'ai à l'intérieur de moi une petite fille aventureuse, une petite fille qui aime le lien, j'ai une partie intuitive, j'ai une partie émotion, j'ai une partie qui aime la nature, j'ai une partie qui aime les animaux. Vous voyez, tout ce vivant, tout ce qui m'habite là, c'est ce qu'on va nommer l'enfant vivant. C'est ce que j'aime nommer les enfants vivants. Ces enfants vivants, quand je nais, je suis extrêmement vulnérable. J'ai ce que Françoise Héritier appelle la néothénie, c'est-à-dire que je suis complètement dépendante d'un adulte, d'une figure d'attachement qui va prendre soin de moi. Donc je suis dans cette énorme vulnérabilité remplie de besoins. Si ces besoins ne sont pas nourris d'une manière constante, d'une manière durable, c'est-à-dire des besoins à la fois sur un plan physique. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, la plupart des enfants qui naissent sont à peu près assurés d'être nourris dans leurs besoins physiques, c'est-à-dire de recevoir de la nourriture et la plupart du temps un toit et des vêtements. Mais on va bien sûr parler de la nourriture affective, on va bien sûr parler de la sécurité, on va bien sûr parler de la nourriture intellectuelle, le fait de pouvoir apprendre, d'être tenu dans les bras, d'être aimé, d'être choyé, d'être encouragé, d'être nourri profondément. Si ces besoins, pour une raison particulière, ne sont pas nourris, le traumatisme, la douleur commence à s'installer. Ces besoins ne vont pas être nourris essentiellement pour deux raisons, soit parce qu'il y a un trauma fort, par exemple, je perds ma figure d'attachement, il y a la guerre, il y a des bombardements, je suis violée, je suis maltraitée, je suis battue. Donc il y a un certain nombre de traumas forts, répétitifs, mais parfois un seul trauma est suffisant pour vraiment amener une blessure profonde. Ou bien je n'ai pas de trauma, mais je vis dans une ambiance familiale qui me prive d'un certain nombre de mes besoins. Par exemple, je vis dans une famille dysfonctionnelle où mes parents sont alcooliques, où ils sont absents, ils rentrent tard le soir, donc je ne suis pas nourrie dans ma sécurité, dans mon besoin d'être en lien durablement et d'une manière sécure avec ma figure d'attachement. Donc soit c'est une ambiance dans laquelle je grandis, soit c'est des traumas. À partir de là, cet enfant vivant n'est plus nourri. Et là, nous entrons dans ce que je vais appeler la famille des enfants blessés. C'est-à-dire que mon vivant ne peut plus s'épanouir. Mon vivant n'est plus accueilli, mon vivant n'est plus nourri. Et à la place de ces enfants vivants, apparaissent des enfants blessés. Des enfants qui ne sont pas nourris dans leurs besoins. Cette blessure, quand on est enfant, elle est insupportable, surtout si elle est vécue dans la solitude, surtout si elle est répétitive, surtout si on n'est pas accueilli avec cette blessure. Donc là, on va avoir la construction d'un certain nombre de parties en moi, d'enfants en moi, qui sont des enfants blessés. À partir de cette blessure, l'enfant est extrêmement intelligente. Ces personnalités enfants en nous, elles sont extrêmement intelligentes. Donc à partir de cette blessure, je vais m'adapter. Et là, on va voir apparaître la famille des enfants adaptés. Qu'est-ce que c'est ces enfants adaptés ? Dans certaines thérapies, on les appelle les gardiens ou les protecteurs. Moi, j'aime bien les appeler des enfants adaptés parce que c'est vraiment de l'adaptation. C'est-à-dire que, tiens,
là, papa qui d'habitude m'ignore, ne s'intéresse pas à moi, tout d'un coup, j'ai ramené un 18 sur 20 en géographie, et là, il m'a donné une petite tape dans le dos, et j'ai vu dans ses yeux qu'il me regardait avec admiration. Ah, ce que j'ai attendu depuis très longtemps, à partir d'un enfant vivant en moi, qui a peut-être envie de réussir en géographie, mais peut-être qui n'a aucun intérêt pour la géographie, qui préfère les mathématiques ou les sciences naturelles. Là, tout d'un coup, je comprends que papa, quand je ramène un 18 en géographie, ou d'une manière générale quand je suis une bonne élève, il me donne du lien, il me reconnaît. Donc à partir de là, l'enfant va entrer dans une adaptation. C'est-à-dire que si je suis bonne élève, papa s'intéresse à moi. Si je suis un petit peu malade, j'ai remarqué que maman me donnait de la tendresse. Et puis 2-3 fois j'ai été malade et 2-3 fois elle a été gentille avec moi, elle m'a donné de la tendresse. Donc, l'enfant se dit inconsciemment bien sûr, si je suis souffreteuse, si je suis un peu malade, maman s'intéresse à moi. Et à partir de là, commence à s'installer en nous des enfants adaptés, c'est-à-dire des enfants qui exagèrent, qui portent un masque, qui vont exagérer certaines fonctions qu'ils ont naturellement en eux pour modifier l'environnement, pour essayer de plaire aux adultes qui l'entourent et ainsi à recevoir cette nourriture affective, intellectuelle, émotionnelle. Les enfants adaptés, l'adaptation, les enfants adaptés ont aussi une fonction de nous protéger de la souffrance. J'ai remarqué que quand papa et maman se disputent très fortement, ça me crée beaucoup d'anxiété. Mais j'ai remarqué que l'autre fois, on m'a offert un livre et quand ça criait très très fort, je suis allée dans ma chambre et j'ai plongé dans mon livre. Et j'ai senti que mon anxiété, elle disparaissait. En tout cas, je ne la sentais plus. Et je me suis livrée dans l'histoire. Je me suis enfuie dans cette histoire. Je me suis évadée dans le roman, dans l'histoire que j'étais en train de lire. À partir de là, il y a une adaptation qui va se créer. C'est-à-dire que face à un conflit, par exemple, je vais avoir tendance à m'échapper, à m'évader pour ne pas ressentir ce que ça me fait. Donc là, vous voyez, on a, je le livre brièvement, mais on a ce que je vais appeler la famille des enfants adaptés. C'est ceux qui portent un masque, c'est ceux qui vont exagérer une tendance, soit pour éviter le renouvellement de la souffrance, pour trouver un échappatoire à la souffrance, soit pour recevoir ce qu'ils ne peuvent pas recevoir d'une manière naturelle. Le problème avec l'adaptation, c'est que parfois ça marche, en effet. Parfois, papa me donne cette petite tape dans le dos et ce regard bienveillant avec mon 18 en géographie. Parfois ça ne marche pas, parfois ça marche qu'une fois, mais l'enfant s'y accroche, et puis parfois, au cours de son enfance, il va changer ses adaptations. Le problème de l'adaptation, c'est que c'est comme un parapluie, voyez, il pleut, tiens, je sors mon parapluie, ça marche plus ou moins bien, j'arrive à la maison plus ou moins mouillée, hein, parfois je suis bien sèche, et parfois il y a trop de vent et je suis quand même mouillée. Et puis je me dis, waouh, ça a tellement bien marché que finalement ce parapluie, je vais le prendre tout le temps. Donc là, aujourd'hui, il pleut pas, il fait beau. Ça ne peut pas me servir d'ombrelle parce qu'en pleine chaleur, c'est imperméabilisé, il y a 40 degrés dessous. Mais je vais quand même me promener avec mon parapluie. Et puis, et ça devient une habitude. C'est-à-dire que ces enfants adaptés prennent le dessus sur l'enfant vivant. Et ils m'empêchent aussi d'accéder à l'enfant blessé parce qu'ils me montrent surtout cette image de mon enfant intérieur. Enfant adapté, enfant blessé, enfant vivant. Quand on travaille en thérapie, hein, pour aller finalement, c'est quoi le but, l'objectif? C'est de retraverser ces couches. C'est que parfois, la personne arrive avec son adaptation, elle me dit « j'en ai assez d'être tout le temps gentille ».
J'aimerais pouvoir dire non, mais quand je dis non, ça me met D'abord, je ne sais pas le faire, et puis si j'imagine que je pourrais le faire, ça me met dans une panique terrible. Ou bien une personne me dit, j'en ai assez de ne pas ressentir, j'aimerais arriver à ressentir. Donc vous voyez, on part d'un comportement actuel qui est souvent un comportement adapté, hein, et on va aller rencontrer ces enfants adaptés et leur proposer de prendre le relais, hein, de prendre le relais, de les rassurer que papa et maman aujourd'hui ils sont plus là, hein, que c'est un autre environnement, qui n'a pas forcément exagérément besoin qu'on soit gentil pour nous donner de l'amour, ou un partenaire ou un cercle d'amis qui a envie d'avoir en face de lui quelqu'un qui ressent, qui est dans le ressenti. Donc on va expliquer tout ça, hein, à ces enfants adaptés, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à l'enfant blessé, hein, celui qui souvent attend depuis des années. Et parfois quand je rencontre ces enfants blessés, quand je parle avec eux, ils sont souvent surpris qu'on s'intéresse à eux. Et ils sont souvent en haillons, ils sont maigres, ils sont dans un coin d'une pièce et ils attendent. Hein, ils attendent qu'on vienne s'occuper d'eux. Mais ce n'est pas encore le but ultime, parce que derrière l'enfant blessé, ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est de retrouver l'enfant vivant. C'est comme si on s'intéressait aux enfants qui sont seulement dans les hôpitaux. Non, hein, on traverse la blessure pour aller retrouver toute cette énergie vivante. Beaucoup de personnes sont en dépression parce qu'elles ont perdu ce contact avec l'enfant vivant. Elles ne savent plus ce qu'elles ont besoin. Elles ne savent plus, ne connaissent plus leur envie, leurs rêves, parce que l'enfant vivant est lui aussi complètement en arrière-plan de l'enfant blessé, qui souvent lui-même est en arrière-plan de l'enfant adapté. On ne peut pas parler de ce travail sur la famille des enfants intérieurs si on ne parle pas de la famille des parents intérieurs. Imaginez que si vous laissez des enfants du même âge, de la même culture dans une pièce ou dans un lieu pendant une journée, vous leur donnez toute la nourriture qu'il faut et vous les laissez sans adultes. Qu'est-ce qui va se passer très rapidement? On pourrait imaginer que les enfants vont dire « Ah, on va manger que les gâteaux, on va manger que les desserts, on va manger que la purée, on va tout manger d'un coup, on va faire ce qu'on veut, on ne va pas dormir, etc. » Mais vous allez voir que très vite, dans ce groupe d'enfants, il y a certains enfants qui vont commencer à se parentifier, c'est-à-dire qu'ils vont amener l'énergie du parent. On ne peut pas vivre qu'avec ses parties enfants. On a besoin aussi de construire ses parties parentales. J'ai le cas d'un consultant qui m'a énormément touchée, parce on sentait tout de suite, hein, ses parties enfants étaient très présentes, on les sentait là très avenantes, très en demande. Il avait fait de nombreux séminaires sur l'enfant intérieur, mais on ne lui avait jamais parlé de la construction de ses parents intérieurs. Donc finalement, son enfant intérieur, il ne s'en occupait qu'au travers d'une tierce personne ou d'un groupe. C'était quand il allait dans ces séminaires que finalement il s'occupait, grâce aux autres, de son enfant intérieur. Mais dès qu'il se retrouvait seul à la maison, comme il n'avait pas conscience qu'il avait aussi besoin de ses parties parentales, tourné vers lui-même, hein, souvent on a des parties parentales tournées vers ses enfants, vers les autres, mais là c'est vraiment des parties parentales qui vont s'occuper de mes enfants intérieurs. Donc comme il n'avait pas cet outil, il était tout de suite perdu et il ne comprenait pas que tout ce travail qu'il faisait, hein, sur son enfant intérieur ne pouvait pas amener à un bien-être total, parce que finalement il avait toujours besoin de l'autre pour entrer en contact avec son enfant intérieur. Donc construire ces parties parentales, c'est-à-dire toutes ces parties en moi qui vont prendre le relais
de mes figures d'attachement quand je suis enfant, de mes parents, de mes éducateurs, des personnes qui ont pris soin de moi. Au fur et à mesure que je grandis, j'ai de moins en moins besoin de mes parents. Hein. Je peux commencer à manger toute seule, à m'habiller, à aller à l'école. Petit à petit, je développe mes propres idées, mes propres perceptions, mes propres goûts. C'est-à-dire que je commence à construire mes parties parentales qui font que je vais de moins en moins avoir besoin de mes parents jusqu'à devenir autonome de leur personne. Malheureusement, souvent on construit nos parties parentales en modèle des parents qu'on a eus. Donc là aussi, dans cette approche de prendre soin de nos enfants intérieurs, il va falloir devenir conscient de quel genre de parent je suis pour moi-même. Comment je me nourris, comment je prends soin de moi, comment je me connais. Hein, comme je connaîtrais mon enfant extérieur, mon enfant de chair ou un enfant qu'on me confie, comment je vais me connaître et comment je vais m'apporter hein, ce dont mon vivant a besoin. Et si je n'arrive pas à me le donner à moi-même, et comment je peux faire appel à des personnes autour de moi qui vont m'aider, qui vont prendre le relais pour m'apporter, pour nourrir ce vivant. S'il y a des moments où je suis fatiguée pour me faire à manger, ben je vais au restaurant et c'est une manière d'avoir une bonne partie parentale en moi, de me dire j'arrive pas à me faire à manger, il n'y a personne près de moi pour me le faire et ben je m'occupe de moi en allant au restaurant. Je peux aller me faire masser, je peux aller voir un thérapeute parce que je sens que toute seule je n'arrive pas à prendre soin de certains aspects de moi. Je peux encourager des parties en moi qui sont plus en retrait et je sens qu'elles ont besoin d'attention. Je peux mettre au repos certaines parties de moi qui ont pris beaucoup de place, par exemple ces dernières semaines, ces derniers mois. Vous voyez, c'est toute cette attention que je donne à moi-même et ça, c'est à partir de mes parties parentales. Voilà, j'espère que ce petit discours vous aura amené de la clarté hein, de qui vous habite, à quel moment je suis en lien avec un enfant blessé, un enfant adapté, est-ce que je m'occupe bien de mon enfant vivant, qu'est-ce qu'il aurait besoin en ce moment, et puis quel genre de parent je suis pour moi-même. Régulièrement, j'offre des formations pour les thérapeutes qui souhaitent utiliser cet outil. Il y a vraiment un protocole hein, pour aller traverser ces couches et retrouver cet enfant blessé et derrière lui cet enfant vivant. Il y a un protocole qui est assez simple, qui demande simplement beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture du cœur des thérapeutes. Donc je forme... Pour ceux qui le souhaitent, je propose une formation de 6 jours, de 3 modules de 2 jours pour apprendre à aller prendre soin de cette famille des enfants intérieurs. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite vraiment un bel équilibre. Voilà, un bel équilibre entre vos parties parentales et vos parties enfants. Merci à vous.